Bonjour à tous. Je sais que certains d'entre vous ont utilisé le net pour savoir qui se cache derrière le nom de Isur Danilovich Demski. Pour les autres, je lèverai un peu le voile du suspense en vous disant que, avec Olivia de Havilland et Zaza Gabor, ils sont les trois seuls survivants de ce que l'on nomme l'âge d'or d'Hollywood. Aujourd'hui, il a 99 ans. Il est né dans le quartier Amsterdam de New York, de père et de mère réfugiés politiques. Ils étaient biélorusses et juifs. Quand il est petit, il est chétif et il devient la risée de l'école. Mais un jour, il récite un poème devant ses camarades et eux et leurs professeurs sont sous le charme. Et ce jour, contre l'avis de sa famille, il décide qu'il sera comédien. Il poursuit ses études en ce sens, fit même des combats de lutte pour payer ses études théâtrales. Mais la guerre éclate et il s'engage. La maladie a raison de son courage et il sera réformé. Il rentre au pays et décide de se faire un nom dans les métiers du spectacle. Il reprend alors le pseudonyme qu'il avait choisi avant la guerre et de là, on ne le connaîtra plus que sous le nom de Kirk Douglas. La légende Kirk Douglas, c'est dans Portrait de cinéma et ça commence maintenant. Nous sommes au milieu des années 40 et tout comme Richard Widmark, le jeune Douglas fait ses armes à la radio. Et une amie, Betty Joan Presk, plus connue sous le pseudonyme de Lauren Bacall, doit tourner Le Port de l'Angoisse. Et il est produit par Al B. Wallis. Et la jeune femme organise une rencontre entre les deux hommes. Et le producteur décide de faire passer une audition à Kirk Douglas pour son prochain film, L'emprise du crime. Kirk Douglas tournera ce film aux côtés de Barbara Stanwyck. Mais le tournage ne lui sera pas un souvenir plaisant. En cause, une grève des techniciens qui perturbera considérablement le travail du reste de l'équipe. Cependant, après ce coup d'essai, Kirk Douglas est engagé pour incarner un sale type, un rôle qui lui va comme un gant. Il tournera aux côtés de Robert Mitchum et le film qu'ils tourneront ensemble sera La Griffe du passé qui est réalisé par Jacques Tourneur. Un film qui est depuis devenu un classique du genre. Dès lors, sa carrière est lancée et il tournera un film important, au moins sur un point de vue personnel, car en effet, à cette occasion, il rencontrera un homme qui, comme lui, vient d'un milieu défavorisé, qui, comme lui, veut prendre sa carrière en main sans suivre les diktats du show business. Et plus tard, on surnommera d'ailleurs les deux hommes les jumeaux terribles d'Hollywood. Et cet homme, qui, depuis pas mal de temps déjà, est une tête d'affiche, c'est Burt Lancaster. Et le premier film qu'ils tourneront ensemble sera L'homme aux abois. Et alors qu'il est en plein divorce, la MGM lui propose une super production, mais qu'il refusera. Il lui préférera l'offre d'un petit studio, United Artists, qui lui propose un rôle difficile, pour lequel il devra physiquement s'investir. Ce film, c'est Le Champion, qui est réalisé par Mark Robson, à qui on doit, entre autres, L'Express du colonel Von Ryan, ou encore Les Centurions, avec Anthony Quinn et Alain Delon, ou encore La Vallée des Poupées. Le Champion sort en 1949 et a un succès incroyable. Il relate la vie d'un boxeur, violent avec les femmes, refusant de se laisser corrompre, prenant des coups à tout va, il se retrouve déformé physiquement à la fin du film. L'acteur, lui, est non seulement en tête d'affiche, mais se retrouve nominé, pour la première fois de sa carrière, pour l'Oscar du meilleur acteur. Ce prix, malheureusement pour lui échappera. Au début des années 50, Douglas fera plusieurs films avec le studio, mais après La Vallée des Géants, qui est réalisé par Félix Fest, il décide de changer de direction. Et c'est tout naturellement qu'Howard Hawks lui propose La Captive aux yeux clairs, réalisera son deuxième western. Le western restera un genre de prédilection pour Kirk Douglas. On le retrouvera dans un film de Vincente Minnelli, Les Ensorcelés, mélodrame très sombre, qui offre à Douglas un de ses plus beaux rôles. Il sera nominé pour l'Oscar, là encore, la statuette lui échappe. Mais les deux hommes n'en restent pas là, puisqu'ils décident d'enchaîner
avec la vie passionnée de Vincent Van Gogh. Ce rôle lui vaudra, à 41 ans, sa troisième et dernière chance de remporter un Oscar. Il remportera finalement cet Oscar, mais ce sera uniquement à titre honorifique, et ça sera en 1996. Pour finir son contrat le liant à Al Wallis, il tourne deux westerns passionnants signés John Sturges. Le premier, c'est Règlement de compte à Hockey Corral. Il y incarne Doc Holliday, où il retrouve son ami Burt Lancaster. Il enchaînera avec Le Dernier Train de Gun Hill. En 1954, Disney lui propose une super production. De plus, ce film est le premier long métrage de la firme qui ne soit pas un film d'animation. Et ça sera 20 000 lieues sous les mers, tiré du livre de Jules Verne et dont c'est la troisième adaptation au cinéma. Cependant, cette adaptation-là sera la première des trois qui soit parlante. En 1957, un tout jeune réalisateur tient son nouveau projet sous le bras et cherche un producteur. Il se tourne alors vers Kirk Douglas, dont il admire le parcours. De cette rencontre naîtra un film à part dans la carrière de l'acteur. Le jeune réalisateur se nomme Stanley Kubrick. Le film, c'est Les Sentiers de la Gloire. Il sort en 1957 et il devra attendre, de par son contenu, de par son histoire, attendre 1975 pour sortir en France et 1986 pour sortir en Espagne. Nous y reviendrons tout à l'heure. Cette même année lui permet de jouer et de produire plusieurs films, dont entre autres Les Vikings, avec Ernest Borgnine et l'excellent Tony Curtis, ou encore Au fil de l'épée, avec son ami Burt Lancaster. Il devient un boulimique de travail, tournant, produisant plusieurs films fin des années 50, comme par exemple Liaison secrète, un drame étincelant sous la direction de Richard Keane et avec la belle Kim Novak. Il tourne El Perdido, un très bon western, bien traditionnel. Le réalisateur d'ailleurs, c'est Robert Aldrich, qui s'occupe d'autres projets sur le tournage du film, mais le producteur Kirk Douglas dans des états terribles. Il tourne également Ville sans pitié. Ville sans pitié, c'est un drame judiciaire qui est bien ficelé, mais malheureusement assez vite oublié. Tous ces films sont tournés pour financer une fresque monumentale que projette de produire Kirk Douglas. Voulant le produire au début des années 60, ce film, d'ailleurs, restera à jamais son œuvre ultime. Il s'agit bien sûr de l'immense Spartacus. Et cette décennie lui permit de produire des films comme le très bon Seuls sont les indomptés, ou encore un film signé John Huston, quelque peu méconnu du grand public, le dernier de la liste. Puis il décide de faire un tour sur les planches, d'aller jouer au théâtre, et il joue Vol au-dessus d'un nid de coucou dont il a acquis les droits quelque temps auparavant. Il les a cédés à son fils Michael en 1974 et Michael lui produira le film que l'on connaît, porté par le génial Nicholson. Le film sera dirigé par Milos Forman. Kirk Douglas revient au devant de la caméra et ainsi qu'à la production pour tourner 7 jours en mai. C'est un film politique fiction. Il est signé John Frankenheimer, à qui on doit entre autres Le Train, Les Cavaliers à armes égales ou encore, un peu plus près de nous, Ronin, un fameux film avec Robert De Niro. Il abandonne là la production pour quelque temps. Le comédien rejoint l'impressionnant casting avec John Wayne, Dan Andrews, etc., du film de guerre Première Victoire, tourné par Otto Preminger. Les films du genre, la guerre étant à la mode à l'époque, il continue avec le rôle du général Patton dans Paris brûle-t-il de René Clément. Puis il revient au western dans La Route de l'Ouest, ainsi que La Caravane de Feu. Suivra Les Frères Siciliens. Tout ce film a l'avantage de préfigurer ce que deviendra Le Parrain qui sera tourné 3 ans plus tard. Les années 70 arrivent et avec lui lentement la chute de sa carrière. Il tourne peu, produit peu, malheureusement le peu n'est pas exceptionnel, à quelques films près, comme par exemple Le Reptile, qui est tourné par Joseph Mankiewicz, un très bon western mais curieusement boudé à sa sortie.
Il tourne également Le Phare du bout du monde, tiré de l'œuvre de Jules Verne. Et il s'essaye à la réalisation. Il tourne Scalawag. C'est un film inédit en France, sauf peut-être en cassette VHS. Vous le trouverez sous le titre Le Pirate de l'île au trésor. Il récidive avec La Brigade du Texas, qui est un bon western bien cynique. Et là encore, malheureusement, il sortira dans l'indifférence totale. Les années 80 le relancent un peu avec Nimitz, Retour vers l'enfer, très bon film de guerre, où l'acteur fait face à d'autres générations de jeunes acteurs, comme par exemple Martin Sheen. Il tourne ensuite un bon western australien, L'homme de la rivière d'argent. Ce film fut un semi-échec. Les yeux de ses fans se tournent vers un autre acteur, tout aussi charismatique que lui, tout aussi beau que lui, mais beaucoup plus jeune. C'est son propre fils, Michael. Il fera encore quelques films comme Coup double, une comédie dans laquelle il retrouve son ami Burt Lancaster. Il tournera un peu pour la télévision et surtout, il se mit à écrire quelques livres sur sa vie, quelques livres sur ses productions. Aujourd'hui, il donne de son temps pour aider les œuvres caritatives, pour aider des gens dans le besoin, n'oubliant pas que lui-même fut, étant jeune, un défavorisé. Il n'est pas très facile de faire un choix dans la carrière de Kirk Douglas. Cependant, la dizaine de films que je vais évoquer a contribué à faire de lui ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une légende. 1957, Les Sentiers de la Gloire, je vous en parlais tout à l'heure, il est dirigé par Stanley Kubrick et il relate des faits historiques authentiques. Pendant la Première Guerre mondiale, environ 2500 Français ont été condamnés à mort par les conseils de guerre, dont un peu plus de 600 d'ailleurs furent réellement fusillés pour l'exemple par l'armée pour motifs divers. Ça pouvait être abandon de poste, mutilation volontaire, refus d'obéissance, bref, les autres ayant vu leur peine commuée en travaux forcés. Plus qu'un film de guerre, c'est un film antimilitariste qui dénonce vraiment les comportements de la haute hiérarchie militaire et surtout met en évidence la résistance désespérée d'un homme, le colonel Dax. À la différence du film de guerre traditionnel, l'affrontement n'est pas entre deux camps, mais simplement entre les officiers généraux et les soldats d'un même camp, les uns jouant leur promotion, les autres leur vie. D'ailleurs, on ne voit pas d'Allemands dans ce film. Ce thème sera même repris dans d'autres films, comme par exemple Les Hommes contre, comme par exemple Un long dimanche de fiançailles, ou alors dans Le Pantalon. Le film britannique, pour l'exemple, traite du même sujet, mais dans l'armée britannique. Sous la pression, les menaces de représailles des associations d'anciens combattants français et belges, le gouvernement français, alors plongé dans les remous de la guerre d'Algérie, proteste auprès d'United Artists. Et le ministère des Affaires étrangères insiste auprès de la Belgique pour qu'il soit déprogrammé. Devant l'ampleur du mouvement contestataire, les producteurs du film décident, par autocensure, de ne pas distribuer le film en France. Ils ne demandèrent donc pas de visa d'exploitation au ministre chargé du cinéma français. De toute façon, si cela avait été le cas, les autorités françaises auraient très bien pu, à ce moment-là, refuser ce visa. De nombreux pays en Europe, comme la Suisse, refusent de le diffuser. Et ce n'est que 18 ans plus tard, en 1975, que le film est finalement projeté en France. Ce film mérite d'être découvert, ne serait-ce que par devoir de mémoire. La même année, il tourne Règlement de compte à Hockey Choral. Mais là aussi, aux côtés de Burt Lancaster et sous la direction de John Sturges, que nous commençons à connaître maintenant. Mais pour mémoire, il a réalisé, entre autres, Les 7 mercenaires, Le vieil homme et la mer, ou encore Joey Kidd. Ce film, nous en connaissons tous l'histoire. Il a été réalisé au plus près des événements historiques. Après une longue carrière au service de la loi, Wyatt Earp décide de se ranger et de se mettre en ménage avec Laura Denbo. Mais les plans de retraite sont un peu contrariés par le clan Clinton qui s'attaque à son frère, également shérif.
Il sera donc aidé de Doc Holliday. Il se rend sur les lieux du conflit. Il est à noter que dans la version française, Wyatt Earp se transforme en Edward Thorpe, ainsi que Morgan et Virgil Earp se transforment en Paul et Vincent Thorpe. Le tournage de la fusillade finale aura nécessité 4 jours à raison de 12 heures par jour. Wyatt Earp et Doc Holliday ont été les héros de plusieurs westerns, dont Frontier Marshall de Alan Dwan, tourné en 1939, La poursuite infernale de John Ford, et il se murmure même que c'est Wyatt Earp lui-même qui aurait raconté ses mémoires à John Ford. Quelques années plus tard, celui-ci décida de mettre ses épisodes de vie en images. Il y aura également les Cheyennes en 1964 et Wyatt Earp de 1994, tourné par Lawrence Kasdan, à qui on doit entre autres les scénarios des épisodes 5, 6 de Star Wars, et qui a également réalisé La Fièvre au corps en 81, French Kiss ou encore Silverado. Et le dernier film que je vous citerai concernant les frères Wyatt, 7 secondes en enfer, en 1967. Et c'est la suite directe de Règlement de compte à Hockey Corral et qui est réalisé toujours par John Sturges. En 1966, René Clément, à qui on doit aussi La Bataille du Rail, Monsieur Ripois, Gervaise, le terrible Plein Soleil, ou encore le génial Les Félins, avec Alain Delon là aussi. Il réalise Paris brûle-t-il, un film hallucinant, de reconstitution, hallucinant de minutie, avec une distribution extraordinaire. On y retrouve Belmondo, Delon, Orson Welles, on y retrouve Jean-Pierre Cassel, Chakiris, Glenn Ford, Yves Montand, Michel Piccoli, Robert Stagg, Jean-Louis Trintignant, Simone Signoret et j'en passe. Il faut noter également que certains participants n'ont pas été crédités au générique. On peut y retrouver ou y deviner Michel Berger, Patrick Devers, Michel Fugain, Michael Lonsdale, Michel Sardou, etc., etc., etc. En août 1944, Hitler ordonne à ses troupes de se rendre qu'après avoir détruit tous les ponts et les monuments de la capitale. Le général von Choltitz s'interroge sur les arguments qui cautionnent un tel ordre. Pour réaliser cette adaptation du roman homonyme de Larry Collins et de Dominique Lapierre, René Clément a eu la chance, lui et son équipe, d'avoir le soutien du gouvernement français. Et ils ont ainsi eu la possibilité de filmer la capitale déserte. Mais ils devaient néanmoins, pour cela, commencer à tourner tous les jours, dès 5 heures du matin. Au total, 180 lieux de tournage ont été nécessaires pour boucler le film. L'année suivante, en 1967, Kirk Douglas tourne La Route de l'Ouest, signé Mac Laglen, immense réalisateur, connu entre autres pour La Brigade du Diable, pour Bandolero, Les Géants de l'Ouest, Chisholm, Les Oies Sauvages ou encore Commando de Sa Majesté. Un groupe de pionniers et leurs familles se dirigent vers l'Oregon, bravant les Indiens et tous les dangers itinérants. En 1975, Kirk Douglas sort La Brigade du Texas, qui est réalisée par lui-même. En vue des prochaines élections, un shérif lance sa campagne sur le thème de l'insécurité. Mais pour cela, il arrête un bandit. Malheureusement, celui-ci parvient à s'échapper et prend le shérif en otage. Il dirige entre autres Bruce Dern, qui a tourné récemment Django Unchained, mais aussi Les 8 salopards, les 2 derniers films de Tarantino. Il dirige également Melody Thomas Scott, que le réalisateur retrouvera 2 ans plus tard pour Fury, mais qui est surtout connu pour ses apparitions dans des séries télé comme par exemple Les Feux de l'amour. Fury, justement, 1978, de l'excellent Brian De Palma qui nous a ravis avec des films comme Les Incorruptibles, Scarface, Carrie, bref, du lourd quoi. L'histoire, c'est l'histoire d'un père, celui d'un père d'un enfant doué de pouvoir de voyance, qui se met à la recherche de son fils. Celui-ci a été kidnappé par une agence de contre-espionnage qui veut utiliser les aptitudes paranormales à des fins politiques. Et bien pour cela, il est aidé par une jeune étudiante qui a les mêmes pouvoirs que son fils. Kirk Douglas a pour partenaire l'immense Cassavetes. Il a pour partenaire également Charles Durning. En 1980, Kirk Douglas se tourne vers la science-fiction avec pour partenaire Farrah Fawcett et Harvey Keitel
pour un film de Stanley Donen, qui avait réalisé Chantons sous la pluie ou Les 7 femmes de Barbe Bleue. Et ensemble, ils tourneront Saturne 3. C'est l'histoire de deux savants qui travaillent sur le satellite Saturne 3. Ils sont perturbés par une troisième personne, le capitaine James. Celui-ci se révèle de plus en plus dangereux et il leur impose un robot meurtrier. Même si le film a des allures de série B, il reste malgré tout agréable à regarder et note un virage dans la carrière de l'acteur. En 1982, il sort L'homme de la rivière d'argent. C'est l'histoire de Jim Craig qui vit dans les montagnes australiennes avec son père. Le père est tué et le jeune homme descend dans la plaine pour devenir un homme. Il est engagé par Harrison, c'est un riche propriétaire, et il tombe amoureux de la fille de son patron. Un cheval précieux s'échappe. Tous les cavaliers de la région se réunissent pour retrouver le cheval. Mais seul Jim Craig retrouvera le cheval. Le film est réalisé par George Miller, qui réalisera aussi Voyage au centre de la Terre et L'histoire sans fin numéro 2, mais qui n'a rien à voir avec George Miller, qui a réalisé les Mad Max ou encore 300. Et maintenant le dernier de ma liste, et je sais que vous l'attendez tous, 1960, évidemment, Spartacus. Ce film est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réalisé par Stanley Kubrick, qu'on ne présente plus. Dr. Folamour, 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket, bref. Tiré d'une histoire vraie. Ça se passe en Italie, de 73 avant Jésus-Christ. Esclave devenu gladiateur, Spartacus est épargné par un de ses compagnons d'infortune, lors d'un combat à mort. Ce répit soulève en lui, plus que jamais, le souffle de la révolte. Et après avoir brisé ses chaînes, il enjoint les autres esclaves à faire la même chose. Rapidement, à la tête d'une colossale armée, Spartacus entend bien rejoindre le port de Bride, au sud du pays, pour prendre la mer à bord des navires ciliciens. Mais l'Empire romain ne l'entend pas de cette oreille et lance ses légions à la poursuite des esclaves. La préparation du film fut très compliquée. D'abord, Kirk Douglas, voulant mettre à l'écran le roman d'Edward Fast, fut déçu par son adaptation. Il se tourna alors vers Dalton Trumbo. Mais celui-ci étant sur liste noire dans une Amérique plongée en plein macartisme, il fut obligé, au risque de ne pas pouvoir travailler, d'écrire sous un nom d'emprunt. Et il prendra le nom d'emprunt Sam Jackson. Un biotype d'ailleurs, relatant cette période de sa vie, sort prochainement, bêtement appelé Dalton Trumbo. Le casting masculin fut facile à trouver. En revanche, le casting féminin fut difficile à établir. Et l'acteur et producteur se tourna vers une inconnue allemande nommée Sabina Bethmann. Universal, le distributeur du film, imposa Anthony Mann en tant que réalisateur. Anthony Mann, réalisateur de Winchester 73, Les Affameurs, L'Homme de l'Ouest, ou encore Je suis un aventurier, bref, aussi un habitué du western que Kirk Douglas. Cependant, après quelques semaines de tournage, en conflit avec lui, Kirk Douglas congédie le réalisateur, le trouvant trop mou, trop conciliant avec le reste de l'équipe. Et il appela encore le très jeune Stanley Kubrick pour le remplacer. Finalement, Kubrick remplacera Sabina Bethmann par Gene Simmons, et devant la jeunesse du réalisateur, les acteurs, étant réalisateurs par ailleurs, se permettaient de donner leur avis sur l'écriture, sur la réalisation, sur la position des caméras, bref, ce qui énerva considérablement Douglas. Le tournage prit du retard et éreinta Kirk Douglas. Cependant, le film eut un succès colossal. Kirk Douglas eut cette phrase pour résumer le tournage du film. Spartacus me prit 3 années de ma vie entière, soit plus de temps qu'a mis Spartacus à guerroyer. Voilà, ce portrait est maintenant terminé. Je suis déçu. Je suis déçu parce que j'aurais voulu vous parler de El Perdido, de 61, ou Un homme doit mourir, de 63, Les héros de Télémark, de 1965,
5 qui a réconcilié Anthony Mann et Kirk Douglas, ou L'ombre d'un géant de 66, Le reptile de 70, bref, déçu de ne pas avoir plus de temps à consacrer à cette légende d'Hollywood. Mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Mais auparavant, je voudrais passer un message personnel. En effet, comme bon nombre de passionnés de cinéma de mon âge, les premiers films marquants que nous avons pu apprécier furent généralement les westerns. Ce sont des films typiquement masculins que nous partagions généralement avec nos pères, et dans la mesure où Kirk Douglas fut une figure emblématique du genre western, c'est tout naturellement que je voudrais dédier ce portrait de cinéma à mon père. Voilà, papa, ce portrait est pour toi et je t'embrasse. Avant de vous quitter, je vous informe que le prochain portrait de cinéma sera consacré à un autre acteur habitué au western, Glenn Ford. Et pour ceux que ça intéresse, depuis peu, Portrait de cinéma a son Facebook. Alors n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. En espérant vous compter parmi nous très prochainement, je vous dis à très bientôt et en attendant, bonne toile.